Bonjour, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la correction d'un contrôle récapitulatif de fin de chapitre sur les polynômes du second degré, donc fin de chapitre de première. Il y a plusieurs exercices, il y a des exercices de base à bien maîtriser, le tout premier exercice à maîtriser à fond. Ensuite, vous avez le deuxième exercice, c'est plutôt de l'interprétation graphique, mais qui demande d'avoir bien compris le rôle du discriminant et en quoi ça joue sur un polynôme et donc sur sa courbe représentative. Ensuite, vous avez les exercices 3 et 4, très intéressants aussi, qu'il faut savoir faire, avec le 4 qui est vraiment un exercice contextualisé, donc ce qui est très à la mode en ce moment. On y va. Voilà le sujet. Donc le sujet est disponible en lien dans la description de la vidéo, sinon vous allez directement sur monbacenmath.fr et vous allez à la rubrique première et vous trouverez dans le chapitre 1 second degré le sujet de ce contrôle. Donc on commence. Ici, on va commencer par le premier exercice. Donc, l'exercice 1, vous avez une équation à résoudre et une inéquation à résoudre. C'est parti. Voilà, donc, je recopie ici mon équation. Et donc, première chose à remarquer, c'est qu'on est bien dans le cadre du chapitre, c'est-à-dire que cette équation est une équation du second degré, puisque j'observe un polynôme du second degré égal à 0. Donc, on se demande pour quelle valeur, eh bien, ce polynôme du second degré va être égal à 0. Pour quelle valeur de x? Donc ici, je cherche les solutions de cette équation. Je vais commencer par dire que je suis dans le cadre du cours avec la petite phrase « Cette équation est du second degré ». Donc là, je suis dans le cadre du cours et je vais tout de suite compléter A, B et C. Alors, vous savez que A, B et C, dans le cours, dans n'importe quel cours de mathématiques sur le second degré, ça correspond aux coefficients qui sont devant x au carré, devant x et le terme constant. Donc, A est égal à coefficient devant x au carré, c'est-à-dire moins 2. B est égal au coefficient devant x, c'est-à-dire 4. Et C, c'est le terme constant ici, donc 48. Lorsqu'on veut savoir si une équation du second degré a aucune solution réelle ou une solution réelle ou exactement deux solutions réelles distinctes, eh bien, il faut calculer le discriminant. Pour calculer le discriminant, eh bien, on va appliquer la formule discriminant, donc notée delta comme discriminant, et on applique la formule du cours, c'est-à-dire delta est égal à b carré moins 4 fois a fois c. Alors, l'avantage d'avoir écrit la phrase qui est au-dessus ici, autre que de dire qu'on est dans le cadre du chapitre puisque l'équation est du second degré, eh bien, c'est d'avoir sous les yeux a, b et c. Ça évite des erreurs. Donc, b carré, b est égal à 4, donc ça me donne 4 au carré, moins 4 fois A qui vaut moins 2. Alors attention, j'écris pas comme ça, je mets des parenthèses pour pas avoir le multiplié et le moins qui se suivent, multiplié par C, c'est-à-dire 48. Cela me donne 400. Alors au-delà du fait que 400, ça va être pas mal pour les calculs derrière, eh bien, ce qui m'intéresse, c'est surtout le signe du discriminant, puisque c'est le signe du discriminant qui va me permettre de dire s'il y a 0, une ou deux solutions à l'équation. Donc ici, le discriminant est strictement positif. Et lorsqu'il est strictement positif, eh bien, cela veut dire que l'équation du second degré ici admet exactement deux solutions réelles distinctes. Donc on met la petite phrase, l'équation admet exactement deux solutions réelles distinctes qui nous indiquent bien qu'il va y en avoir deux, pas une, pas 0, pas 3, mais exactement 2. On applique les formules du cours. Donc ça, ce sont des formules à connaître par cœur. Il va y avoir deux solutions, notées x1 et x2. Eh bien, les formules se ressemblent énormément. Moins b, alors là, il y a moins racine de delta, là, c'est plus racine de delta sur 2a. Alors, je vais rechercher, l'avantage d'avoir tout bien écrit comme ça, c'est que le b, je vais aller rechercher le nombre qui est là, le a, je vais aller rechercher le nombre qui est là, et delta, celui qui est ici. Voilà qui est fait, donc moins b, ça va me donner moins 4, puisque b égale 4, moins racine de 400 sur 2 fois moins 2, puisque a vaut moins 2. Donc, moins 4 moins racine de 400. La racine 400, ça tombe bien, c'est 20. Donc, ça va me donner moins 4 moins 20, donc moins 24 au numérateur, divisé par moins 4. Eh bien, cela me donne 6. Pour la deuxième solution, puisque là je parle d'équation, x2 est égal à moins 4 plus racine de 400 qui vaut 20, donc moins 4 plus 20, ça me donne 16. 16 divisé par moins 4, eh bien c'est égal à moins 4.
Donc, finalement, je peux conclure que l'équation du second degré qui est écrite ici, eh bien, admet exactement deux solutions qui sont 6 et moins 4. La petite phrase de conclusion est bienvenue. Donc, l'ensemble des solutions est... Donc là, j'ai décidé de parler d'ensemble des solutions. Donc, si je parle d'un ensemble de solutions, je dois mettre une notation d'ensemble. Et donc, quand on veut citer des éléments dans un ensemble, eh bien, on utilise les accolades. Donc, c'est l'ensemble constitué du nombre 6 et du nombre moins 4. Voilà. Si j'avais dit les solutions sont, je n'aurais pas utilisé cette notation d'ensemble. J'aurais juste cité les solutions. Mais si je dis l'ensemble des solutions est, je dois utiliser une notation d'ensemble. Voilà pour cette première équation. On passe à l'inéquation du petit b. Donc, dans le petit b, l'énoncé, c'est résoudre dans R l'inéquation, puisqu'ici on a une inégalité et plus une égalité. Donc l'inéquation 3x au carré plus 6x supérieur ou égal à 24. Donc on se demande quels sont les nombres réels x pour lesquels, lorsqu'on fait le calcul de 3x au carré plus 6x, eh bien le résultat est supérieur à 24. Alors ça, on n'a pas appris à le faire directement. Alors, bien sûr, vous l'avez vu dans vos fiches d'exercice, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, dans le cours, eh bien, il n'y a pas marqué comment on résout ce genre d'inéquation. Vous ne l'avez vu qu'en exercice. Et pour cause, c'est parce que dans le cours, on ne sait pas dire quand est-ce qu'un polynôme du second degré est à des images supérieures à 24, mais on sait dire quand est-ce qu'il est positif et quand est-ce qu'il est négatif. Donc, on va transformer cette inéquation-là en un problème qui demande quand est-ce qu'un polynôme du second degré est positif ou négatif. On va voir ça. Alors, pour transformer, eh bien, on recopie cette équation et on va trouver une inéquation. Alors, j'ai dit équation, c'est cette inéquation, et on va trouver une inéquation équivalente. Alors, cette inéquation est équivalente à chercher pour quel x? Eh bien, 3x au carré plus 6x, et je transpose 24, donc moins 24, est supérieur ou égal à 0. Et donc, ça y est, on a transformé le problème, c'est-à-dire de trouver les solutions de cette inéquation, en un souci de savoir quand est-ce qu'un polynôme du second degré allait être plus grand que 0, c'est-à-dire allait être positif. Donc, finalement, on s'intéresse au signe du polynôme du second degré qui se trouve ici. Pour trouver le signe d'un polynôme du second degré, eh bien, tout d'abord, il faut trouver quand est-ce que, eh bien, il s'annule. Je vous rappelle que si on regarde sur un graphique ce qui se passe, un polynôme du second degré a pour courbe une parabole qui est ouverte vers le haut ou ouverte vers le bas en fonction du signe du coefficient dominant, c'est-à-dire du coefficient qui accompagne x au carré, c'est-à-dire de celui qu'on appelle petit a dans votre cours. Donc ici, typiquement, le petit a est positif. Donc, la parabole va être ouverte vers le haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour savoir quand est-ce que le polynôme va avoir des images positives, en fait, ça revient sur le graphique à chercher quand est-ce que la parabole est au-dessus de l'axe des abscisses. Pensez à des températures. Là, c'est la température 0. Température qui descend, température qui remonte éventuellement. Donc, pour savoir quand est-ce que le polynôme donne des images positives, eh bien, en fait, il faut chercher quand est-ce que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Mais pour savoir quand est-ce qu'elle est au-dessus de l'axe des abscisses, eh bien, le mieux, c'est d'abord de chercher quand est-ce qu'elle coupe l'axe des abscisses. Et pour trouver où elle coupe l'axe des abscisses, c'est exactement les valeurs pour lesquelles, eh bien, le polynôme ici s'annule. Donc, il faut d'abord chercher à savoir quand est-ce que 3x au carré plus 6x moins 24 s'annule. Donc, on va chercher les racines de ce polynôme. Ça nous dira les abscisses des points que j'ai mis en vert. Et à partir de là, on pourra dire que comme le coefficient dominant est positif, eh bien, finalement, le polynôme sera positif, et bien sûr, moins l'infini jusqu'à la première racine, et sur la deuxième racine jusqu'à plus l'infini. Donc voilà les étapes. D'abord, je recherche les abscisses des points verts, ce qui correspond aux racines du polynôme. Donc on commence comme dans le petit a avec la petite phrase qui dit qu'on est bien dans le cadre du cours. 3x au carré plus 6x moins 24 est un polynôme du second degré avec, et donc le a c'est le coefficient qui accompagne x au carré, c'est-à-dire 3. Le b c'est le coefficient qui accompagne x, c'est-à-dire 6. Et le c c'est le coefficient constant, c'est-à-dire moins 24. On calcule maintenant le discriminant qui va pouvoir dire
nous indiquer si le polynôme admet 0 racine, ou 1 racine, ou 2 racines. Ce discriminant, noté delta comme discriminant, eh bien la formule c'est b carré moins 4 fois a fois c. Donc si on sait noter les valeurs au-dessus, c'est plus facile. Donc b au carré, b est égal à 6, donc ça va donner 6 au carré, moins 4 fois a, c'est-à-dire 3, fois c, c'est-à-dire moins 24. Je mets bien des parenthèses autour de moins 24, puisqu'il y avait déjà une opération qui était devant. Si je fais ce calcul, eh bien je trouve 324. Donc, ça veut dire que le discriminant delta eh bien, est strictement positif, ce qui est indicateur pour moi du fait que le polynôme du second degré qui est là admet exactement 2 racines réelles distinctes. Voilà, donc c'est toujours un petit peu long à rédiger, mais bon, c'est comme ça. Hein. À terme, vous n'en aurez pas beaucoup à faire dans un sujet de bac. Typiquement, il y aura peut-être un seul polynôme du second degré qui apparaîtra. Donc voilà, on va savoir refaire cette rédaction, mais vous ne la ferez pas 15 fois le jour du bac ou le jour du contrôle. Ok, du coup, on calcule x1, x2. On récite notre cours. x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. On applique avec les valeurs de b, delta et a qu'on a calculées. b, delta et a. Et on y va. Voilà, donc moins 6 moins racine de 324 sur 2 fois 3, eh bien, ça nous donne moins 4. Et moins 6 plus racine de 324 sur 2 fois 3, eh bien, c'est égal à 2. Donc finalement, on a trouvé les racines du polynôme. Alors attention, hein, contrairement à la question petit a qu'on a faite avant, les racines du polynôme ne sont pas les solutions de l'inéquation. Hein. Donc ici, on fait très attention au vocabulaire qu'on utilise. Donc on parle ici vraiment de racines du polynôme, donc moins 4 et 2. Je vais devoir effacer pour pouvoir continuer, car vous savez que ça n'était pas simplement les racines qui m'intéressaient, c'était le signe du polynôme. Je veux savoir quand est-ce que le polynôme est positif, mais je vous rappelle que j'ai cherché les racines, puisque sachant que le polynôme du second degré, sa courbe représentative est une parabole et qu'ici elle allait être ouverte vers le haut, eh bien j'avais besoin de connaître les abscisses des points d'intersection entre la parabole et l'axe des abscisses, qui correspondent aux racines ici, avant de pouvoir dire le signe du polynôme. Donc ici, je cherche quand est-ce que le polynôme est positif. Eh bien, je vais regarder quand est-ce que la courbe était au-dessus de l'axe des abscisses. Alors, pour justifier ça, on ne fait pas une courbe. On fait un tableau qui récapitule le signe du polynôme. On fait ce qu'on appelle un tableau de signes. J'efface et je reprends. Alors j'ai fait une petite séparation pour garder quand même l'énoncé initial. Donc ça, ce que j'écris, c'est à la suite de ce qu'on a effacé. Je veux faire un tableau de signes. Dans un tableau de signes, comme son nom l'indique, eh bien, il va y avoir des signes. Donc on écrit signe de 3x au carré plus 6x moins 24, c'est-à-dire le polynôme. On étudie le signe pour des x allant de moins l'infini à plus l'infini. Et donc, si on se souvient un petit peu de la courbe que j'avais tracée juste avant, eh bien, parabole ouverte vers le haut, car le a est positif. Ça, on l'écrira à côté du tableau. On avait trouvé que les abscisses ici, les racines du polynôme, du coup, eh bien, c'était moins 4 et 2. Donc là, on a le point d'abscisse moins 4. Et là, on a le point d'abscisse 2. Donc on s'aperçoit que si la parabole est ouverte vers le haut, eh bien le signe du polynôme c'est d'abord positif, puis entre moins 4 et 2 négatif, puis pour des x supérieurs à 2, le polynôme sera positif. Donc on replace moins 4 et 2 dans le tableau de signes. En dessous, on marque bien que pour moins 4 et pour 2, eh bien la valeur du polynôme c'est 0. Et ensuite on remplit les signes comme on l'a dit, donc positif pour des x allant de moins l'infini à moins 4, négatif pour des x allant de moins 4 à 2, puis positif pour des x allant de 2 à plus l'infini. Voilà pour le tableau de signes. Et là, on relie. Alors, j'avais dit qu'il fallait justifier à côté. On va mettre car A est strictement positif. Si A était strictement négatif, la parabole serait ouverte vers le bas. Et donc, les signes seraient inversés. Ça ferait d'abord moins, plus, puis moins. Du coup, on relie l'énoncé, puisque finalement, pour l'instant, on n'a pas encore répondu à la question. On voulait savoir les solutions de l'inéquation 3x au carré plus 6x moins 24 supérieur ou égal à 0. Donc, on souhaitait savoir quand est-ce que ce polynôme était
positif, puisque être plus grand que 0, c'est être positif. Eh bien, c'est pour dx de l'intervalle moins l'infini à moins 4 que je vais réunir avec l'intervalle 2 plus l'infini. Je vois bien que c'est ici que le polynôme donne des résultats positifs. Donc, j'écris la phrase de conclusion. L'ensemble des solutions est, donc vous pouvez dire de l'inéquation, est moins l'infini moins 4 union 2 plus l'infini. Alors là, vous voyez, j'ai inclus dans l'ensemble des solutions moins 4 et 2. Puisqu'en moins 4 et en 2, eh bien, le polynôme est égal à 0. Et là, ici, j'avais le droit à ce que le polynôme soit égal à 0. Donc, moins 4 et 2 font bien partie des solutions. Voilà pour cet exercice 1. Alors, pour l'exercice 2. Pour l'exercice 2, c'est un petit peu différent. Le but, c'était vraiment que vous ayez une interprétation graphique dans votre tête. Voilà, c'est le but de cet exercice 2. Donc, finalement, vous aviez des courbes qui étaient tracées et puis à chaque fois, eh bien, on vous donne des conditions sur la courbe ou sur le polynôme qui est représenté par la courbe et vous devez dire les courbes qui correspondent aux conditions qui sont données. Donc, par exemple, pour la première question, on nous dit identifier les éventuelles courbes représentant des fonctions pour lesquelles le discriminant delta, alors on avait bien précisé que les notations A, B, C et delta étaient celles du cours, celles que tout le monde a dans son cours, quel que soit l'endroit de la France ou du monde où vous étudiez ces polynômes du second degré. Et bien donc, ici, on vous dit les éventuelles courbes représentant des fonctions pour lesquelles delta est strictement positif. Donc, première chose à faire dans ces cas-là, c'est de se poser la question, la contrainte, c'est que delta soit strictement positif, qu'est-ce que ça veut dire? Delta strictement positif, vous savez, vous avez appris votre cours, que cela signifie que le polynôme du second degré qui est considéré, admet exactement 2 racines réelles distinctes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur un graphique? Par rapport à la courbe représentative de ce polynôme, ça veut dire qu'on cherche une parabole qui va couper l'axe des abscisses en 2 endroits bien distincts. Voilà, donc je l'écris. Alors, on vous demandait dans l'exercice de mettre une petite phrase justificative pour vos choix. Donc voilà, ça c'est le maximum que vous ayez à écrire. Si vous aviez juste dit « je choisis les paraboles qui coupent l'axe des abscisses en 2 points », voilà, sans mettre le début, car delta est strictement positif, c'est bon, vous avez tous les points. Le but, c'est juste que on voit que vous n'avez pas choisi complètement au hasard. Après, le mieux, c'est d'être capable d'utiliser le vocabulaire pour les polynômes et le vocabulaire pour les courbes représentatives des polynômes. Donc ici, il y a 2 courbes qui conviennent, qui sont C3 et C4. Ce sont les 2 seules qui coupent exactement 2 fois l'axe des abscisses. C6 ne coupe qu'une fois. Donc, les courbes sont donc C3 et C4. On passe à la question 2. Dans la question 2, on me demande maintenant d'identifier les éventuelles courbes représentant des fonctions pour lesquelles delta, cette fois-ci, est strictement négatif et en plus que le coefficient dominant A est strictement positif. Donc déjà, on se rappelle ce que c'est qu'un discriminant strictement négatif. Cela signifie que le polynôme du second degré concerné n'a pas de racine réelle. Sur un graphique, ça se traduit comment? Ça se traduit par le fait qu'on cherche du coup des paraboles qui ne coupent pas l'axe des abscisses, puisqu'il n'y a pas de racine au polynôme. Donc parmi les paraboles qui ne coupent pas l'axe des abscisses, dans votre exercice, vous aviez C1, C2 et C5. Mais maintenant, dans la question, il y avait une deuxième condition dans cette question 2. On vous disait aussi qu'on voulait le coefficient dominant A qui devait être strictement positif. Donc, on le dit, 2 plus A est strictement positif. On cherche donc des paraboles qui sont également ouvertes vers le haut. Donc, ça veut dire que parmi les candidates qu'on avait ici, on avait C1, C2 et C5. Comme on cherche des paraboles ouvertes vers le haut, finalement, il s'agit uniquement de C1 et C2. Voilà. Alors, pareil, ça, c'est le maximum de la justification qu'on puisse faire. Maintenant, on aurait pu aller un peu plus vite que écrire tout ça. En tout cas, j'ai accordé des points pour des justifications bien plus courtes que celle-là, mais le mieux, c'est d'écrire tout ça. Voilà. On passe à la question 3. Pour la question 3, on me demande d'identifier les éventuelles courbes représentant des fonctions pour lesquelles le discriminant est égal à 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, c'est toujours la même question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire que le discriminant est égal à 0? Delta est égal à 0 signifie que le polynôme du second degré a une unique racine réelle. Ça veut dire qu'on cherche parmi les courbes, les paraboles, qui coupent l'axe des abscisses une seule fois.
Alors on le sait aussi, hein, si on connaît bien son cours, que quand il y a un seul point d'intersection entre une parabole et l'axe des abscisses, eh bien ça se situe au niveau du sommet. Vous voyez, comme ici pour la courbe C6. Pour les autres courbes, eh bien ce n'est pas le cas. Soit il n'y a pas de point d'intersection avec l'axe des abscisses, soit il y en a exactement deux, comme pour C3 ou pour C4. Donc finalement, la courbe qu'on recherche, eh bien ça va être la courbe C6. Donc on l'écrit, nous cherchons donc une parabole qui coupe l'axe des abscisses en un unique point. On peut préciser que c'est en son sommet, mais on n'est même pas obligé. Et donc c'est la courbe C6. On passe à la question 4. Alors pour la question 4, c'est un petit peu différent. Ici on me dit identifier la courbe qui représente la fonction f définie pour tout réel x par f de x égale moins x moins 3 au carré moins 1. Donc là on nous donne une expression et on doit retrouver quelle est la courbe parmi ces 6 courbes-là qui correspond. Alors, une méthode pas très appréciée, mais qui a le mérite de fonctionner, c'est de tracer la fonction ici, de tracer la courbe représentative de la fonction sur sa calculatrice et de voir à quelle parabole ça ressemble. Mais bon, c'est pas très, pas très classe, dans le sens où, eh bien, on attend de vous ici, on vous donne ici une forme canonique, très clairement. Donc, on attend de vous que vous puissiez identifier dans la forme canonique les coordonnées du sommet de la parabole qui est représentative de la fonction qui est là. Donc, on va reprendre ça. Donc, j'ai réécrit ici l'expression de la fonction. Je vous rappelle quelques petits résultats sur la forme canonique. La forme canonique d'un polynôme du second degré, eh bien, c'est cette forme-là. C'est quand on écrit sous cette forme-là. Alors là, très clairement, on peut identifier. On peut voir que le A, ici, on voit apparaître qu'un moins. C'est que le A vaut moins 1. Ici, x moins alpha, là je vois x moins 3. Bon, bah c'est que alpha vaut 3. Et là, je lis plus bêta et là, je lis moins 1. Donc en fait, c'est qu'ici, j'ai plus le nombre moins 1. Donc bêta égale moins 1. Petit rappel de l'interprétation de alpha et bêta. Eh bien, ce sont les coordonnées du sommet de la parabole. Alors ici, je vois que le A est négatif. Donc, la parabole va être ouverte vers le bas. Et ici, j'ai des informations sur les coordonnées du sommet, le sommet qui se situe ici. Hein. Eh bien, il a pour abscisse 3 et pour ordonnée moins 1. Donc, en fait, ça veut dire que mes axes, eh bien, ça va être des axes comme ça. Et que ici, il va avoir pour abscisse 3 et pour ordonnée moins 1. Voilà. Donc, ça veut dire que je cherche une courbe qui vérifie ça, puisque j'ai reconnu la forme canonique. Alors, bien entendu, je vais le dire que ça, c'est une forme canonique avec A égale moins 1, alpha égale 3, bêta égale moins 1. Et je vais remarquer que parmi toutes les courbes, eh bien, celle qui a pour sommet, un sommet qui a pour coordonnée 3 moins 1, eh bien, 3 moins 1, c'est le point qui est là, donc c'est en fait C5. Donc, on indique hein, qu'on reconnaît une forme canonique avec A égale moins 1, alpha égale 3, bêta égale moins 1. Donc, nous cherchons une parabole de sommet 3 moins 1. Donc, ça sont les coordonnées du sommet qui est ouverte vers le bas. Alors, de toute façon, même les coordonnées du sommet suffisaient à conclure hein, parce qu'il n'y en avait qu'une qui avait ce sommet-là. Mais bon, on se conforte bien en voyant que la parabole est ouverte vers le bas. Voilà pour la question 4. On conclut quand même, c'est la courbe C5. On passe à la 5. Dans cette question 5, on me dit identifier la courbe qui représente la fonction g définie pour tout réel x par g de x est égal à moins x fois x plus 3. Alors ici, c'est pareil, une manière pas forcément très classe, c'est-à-dire c'est pas pour ça qu'on vous donne l'exercice, c'est de tracer la courbe et de regarder celle qui correspond sur votre calculatrice au graphique qui est à côté. Bon, autre méthode qui fonctionne bien, qui n'est pas non plus forcément très classe, c'est de calculer l'image, par exemple, pour x égale 1, et de s'apercevoir de la courbe que ça peut être. Bon, ici, très clairement, on vous met sous les yeux une forme factorisée. Donc, c'est pour ça qu'on vous donne cet énoncé-là. Donc, petit rappel sur la forme factorisée. Eh bien, lorsqu'il y a deux racines réelles distinctes, eh bien, c'est a fois x moins la première racine fois x moins la deuxième racine. Donc, ça, c'est dans votre courbe. Et donc, ici, on s'aperçoit, si on identifie, eh bien, que en fait, il s'agit là-haut de l'écriture moins 1 fois, donc ça, le moins, c'est le moins 1, x, c'est x moins 0 en réalité, ce qui donne x, fois x moins 3. Donc en fait,
c'est la forme factorisée qui est là, avec a qui vaut en fait moins 1, x1 qui vaut 0 et x2 qui vaut moins 3. À partir de là, eh bien, je connais donc les racines de ce polynôme. Alors, vous savez que les racines de ce polynôme, ça correspond aux abscisses des points où la parabole va couper l'axe des abscisses. Donc ici, si les racines sont 0 et moins 3, je cherche donc une parabole qui va couper l'axe des abscisses au point d'abscisse 0 et moins 3. Et la parabole qui coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse 0 et moins 3, eh bien, c'est la courbe C3. Je rédige ça proprement. Donc, on reconnaît une forme factorisée avec a égale moins 1, x1 égale 0, x2 égale moins 3. Nous cherchons donc une parabole qui coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse. Il y en a deux, des points 0 et moins 3. C'est la courbe C3. Voilà pour cet exercice 2. Alors là, on a pris beaucoup de temps pour tout expliquer, hein, mais il faut que ce soit beaucoup plus rapide. Il faut que ce soit de l'ordre du réflexe, vraiment, cet exercice. On passe donc à l'exercice 3. Dans l'exercice 3, il faut déterminer le polynôme P de x du second degré tel que, eh bien, on a la condition P de 4 et P de 6 valent tous les deux 0 et P de 7 est égal à 6. Alors, on cherche donc P de x qui est un polynôme du second degré. Alors, on connaît trois grandes formes bien connues des polynômes du second degré qui sont la forme développée, c'est-à-dire lorsqu'on a le polynôme qui a une expression de la forme ax au carré plus bx plus c. La forme canonique qui est f de x égale à a fois x moins alpha au carré plus bêta. Cette forme canonique est à privilégier si vous connaissez eh bien, le sommet de la parabole, puisque alpha et bêta, je vous rappelle que ce sont les coordonnées du sommet de la parabole. Et enfin, la forme factorisée, alors qui n'a d'intérêt que lorsqu'il y a une racine ou deux racines. S'il y a une racine, eh bien c'est a fois x moins la racine au carré. S'il y a deux racines réelles distinctes, eh bien c'est a fois x moins la première racine fois x moins la deuxième racine. Et donc, on va utiliser ces formes-là lorsqu'on connaît les racines. Donc, si on comprend bien, quand on veut trouver l'expression d'un polynôme du second degré, eh bien soit on n'a pas beaucoup d'informations, on va peut-être utiliser la forme développée, soit on a des informations sur le sommet de la parabole, auquel cas on va plutôt partir sur la forme canonique puisqu'on connaîtra déjà les coordonnées donc, du sommet, c'est-à-dire le alpha et le bêta, donc ça nous donnera déjà deux informations sur les trois qu'il faut ici. Soit on a plutôt des racines, on nous a mis sous les yeux des racines, et dans ce cas-là, eh bien, on va plutôt partir, s'il n'y en a qu'une, sur la forme factorisée ici, et s'il y en a deux, sur la forme factorisée ici. Alors, à moi de regarder mon énoncé, et dans mon énoncé, on m'avait donné des racines, puisqu'en effet, eh bien, la première information qu'on m'a donnée sur le polynôme P de x, eh bien, c'était que P de 4 et P de 6 valaient tous les deux 0. Or, c'est bien ça une racine, c'est un nombre qui annule le polynôme. Donc, finalement, eh bien, je vais partir sur cette formule-là pour identifier le polynôme, qui est que P de x va être égal à a fois x moins la première racine, donc c'est-à-dire 4, fois x moins la deuxième racine, c'est-à-dire 6. Donc je commence par dire au correcteur que j'ai remarqué que cela voulait dire que 4 et 6 sont en fait les racines du polynôme P de x. Et donc que P de x est de la forme, donc je vais réutiliser cette forme-là. A, je ne le connais pas, hein, je n'ai pas d'informations sur lui pour l'instant, fois x moins la première racine, donc moi c'est 4, donc x moins 4, fois x moins la deuxième racine, c'est-à-dire x moins 6. Et donc le a, je ne le connais pas, mais je sais que a, ça va être un nombre réel qui sera différent de 0, comme à chaque fois dans les polynômes du second degré, puisque si jamais il vaut 0, ça veut dire que le coefficient devant x au carré vaut 0, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de x au carré, donc ça n'est pas du second degré, donc vous voyez bien que ce n'est pas possible. Donc, je pars sur cette formule-là, il ne me reste plus qu'à identifier le a et j'aurai trouvé une expression du polynôme. Je vais donc utiliser la deuxième condition. Ça, c'était la première condition qu'on m'avait donnée. La deuxième condition, si je remontre ici l'énoncé, eh bien, c'est que P de 7 doit être égal à 6. Donc, ma deuxième condition, je l'écris, P de 7 doit être égal à 6, mais ça, c'est équivalent à dire quoi? Eh bien, dire que P de 7 est égal à 6, c'est équivalent à dire que si je mets 7 à l'intérieur de P de x, le résultat doit être 6.
Donc ça veut dire que a fois, à la place des x, je mets 7, donc 7 moins 4 fois 7 moins 6, eh bien, ça doit être égal à 6. Ce qui est équivalent à dire que a fois, alors 7 moins 4, c'est égal à 3, fois 7 moins 6, qui est égal à 1, eh bien, ce doit être égal à 6. C'est donc équivalent à dire que 3, puisque 3 fois 1, ça fait 3, donc que 3a est égal à 6. Ce qui est encore équivalent à dire que a est égal à 6 divisé par 3, c'est-à-dire 2. Donc finalement, il suffit que je remplace a par 2 et le polynôme que j'aurai écrit remplira à la fois la condition p de 7 égale 6 et les conditions p de 4 égale 0 et p de 6 égale 0. Je peux donc conclure, est-ce que vous voyez encore? Oui, vous voyez encore. Donc, p de x est en fait égal à, donc le a vaut 2, donc 2 fois x moins 4 fois x moins 6. Voilà, donc ça c'est sa forme factorisée au polynôme que je cherche. Si jamais vous voulez développer tout ça pour avoir la forme développée, grand bien vous fasse, vous pouvez le faire. Mais sinon, cette réponse suffit amplement pour cet exercice 3. On peut donc passer au 4. Alors, n'hésitez quand même pas, un jour de contrôle, quand vous avez le droit à la calculatrice, eh bien, vous pouvez tout à fait tracer ce polynôme ici dans votre calculatrice et regarder si la courbe vérifie bien les conditions. Donc, le point K pour abscisse 7, A pour ordonnée 6, et que l'axe des abscisses est coupé par la courbe aux abscisses 4 et 6. En rentrant ça, vous verrez bien si vous aviez trouvé la bonne expression. Alors, maintenant, il s'agit d'un exercice contextualisé. Donc, ça veut dire que on a mis un contexte. Donc, c'est à la base, on a l'impression que ça ne va pas être des mathématiques. Et puis, finalement, on se rend très vite compte que c'est un exercice sur les polynômes du second degré relativement classique. Alors, une étude est faite sur un spectateur qui regarde une scène d'un film à suspense. Des chercheurs ont mesuré la fréquence cardiaque du spectateur au cours du temps. Ce qui ressort de cette étude, c'est que la fréquence cardiaque du spectateur en fonction du temps écoulé depuis le début de la scène peut être modélisée par la fonction f définie pour tout réel t par donc f de t avec l'expression qui est là et qui est un magnifique polynôme du second degré. Avec f de t, c'est la fréquence exprimée en battements par minute, en BPM, et t, c'est le temps écoulé depuis le début de la scène exprimé en minutes. Voilà. Selon cette modélisation, à quelle fréquence bat le cœur du spectateur au tout début de la scène de suspense? Donc, au tout début de la scène de suspense, eh bien, il ne s'est pas encore écoulé de temps. Donc, t qui correspond au temps écoulé depuis le début de la scène exprimé en minutes, eh bien, ce t vaut 0. Alors, l'erreur fréquente, c'est de choisir t égale 1. Mais si vous choisissez t égale 1, ça veut dire que t, qui est le temps écoulé depuis le début de la scène, c'est 1 minute. Donc, ça veut dire qu'en fait, t égale 1, ça ne correspond pas du tout au tout début de la scène, ça correspond au temps après 1 minute de scène. Donc, c'est pas bon. Donc, c'est vraiment t égale 0. Et donc, pour savoir le nombre de battements par minute, eh bien, il faut calculer l'image de 0 par la fonction f, donc f de 0. Pour calculer f de 0, eh bien, tout simplement, on reprend f de t et on remplace t par 0. Ça, en général, vous savez faire. Donc, ça fait moins 10 fois 0 au carré. J'ai remplacé t par 0, plus 60 fois 0, plus 60. Donc, ici, 0 au carré, ça donne 0. Donc, moins 10 fois 0, 0. 60 fois 0, 0. Donc, finalement, f de 0, c'est 60. Alors, on met une petite phrase dans un exercice contextualisé. On va répondre, puisque la question, c'était, selon cette modélisation, à quelle fréquence bat le cœur du spectateur? Eh bien, on va dire, le cœur du spectateur bat à la fréquence de 60 battements par minute au tout début de la scène. Voilà pour la phrase de conclusion. On passe à la question 2. Pour la question 2, on nous demande à quel moment la fréquence des battements de cœur est-elle maximale? Quelle est alors cette fréquence? Alors, pour tout t appartenant à R, donc ça c'est une virgule, f de t, je sais que j'ai égal à ça. Donc là, on est face à un polynôme du second degré. Et on sait qu'un polynôme du second degré aura un maximum si et seulement si, eh bien, le coefficient dominant ici est négatif. Puisque je vous rappelle, c'est le gage pour avoir la courbe, la parabole qui est ouverte vers le bas. Et seulement dans ce cas-là, vous aurez un maximum. Si la parabole est ouverte vers le haut, il n'y aura jamais de maximum. Il n'y aura pas de valeur qui sera plus grande que les autres. Il y aura au contraire un minimum, une valeur qui sera plus petite que toutes les autres.
Donc déjà ici, effectivement, le coefficient dominant A vaut moins 10, il est négatif, donc c'est gage d'avoir un maximum. Maintenant, pour avoir les coordonnées du maximum, je vous rappelle que, eh bien, il s'agit de alpha et bêta, les coordonnées du sommet ici de la parabole. Et le alpha et le bêta sont le alpha et le bêta de la forme canonique qui répondent à la formule alpha c'est moins b sur 2a et f et bêta c'est f de alpha. Donc en fait, on va pouvoir calculer non seulement, puisque ça c'est la courbe des battements de cœur, eh bien le battement maximum du cœur, et on va savoir à quel temps eh bien, ce maximum a été atteint grâce à alpha. Donc bêta, ce sera la valeur maximale des battements de cœur, alors que alpha, ce sera le temps au moment où on a cette fréquence maximale. Donc alpha est égal à moins b sur 2a. Alors, le b, c'est toujours le coefficient devant t, donc c'est égal à 60, donc ça fait moins 60 sur 2 fois A, et 2 fois A, ça fait 2 fois moins 10, hop, ce qui est égal à moins 60 sur moins 20, c'est-à-dire 3. Donc c'est après 3 minutes que le spectateur a ses battements de cœur qui sont au maximum. Je calcule maintenant le nombre de battements par minute lorsque justement ces battements sont, la fréquence est maximale. Eh bien, il faut que je calcule f de alpha. Et alpha, c'est 3. Donc bêta, c'est f de 3. Ça veut dire que je reprends ici la fonction et je remplace t par 3. Donc ça me donne moins 10 fois 3 au carré, plus 60 fois 3, plus 60. Et ça, c'est égal à 150. Donc en fait, fréquence maximale 150 battements par minute qui sont atteints 3 minutes après le début de la scène. Voilà, donc la fréquence maximale est de 150 battements par minute. Elle est atteinte au bout de 3 minutes après le début de la scène. On passe à la question 3. La question 3 est la suivante. Les chercheurs estiment que le spectateur est en état de panique, entre guillemets, lorsque sa fréquence cardiaque est supérieure ou égale à 110 battements par minute. Déterminer l'intervalle de temps durant lequel le spectateur a été en état de panique, selon cette modélisation, bien sûr. Donc, je veux savoir quand est-ce que la fréquence est supérieure ou égale à 110 battements par minute. Donc, en fait, je cherche à résoudre dans R l'inéquation f de t supérieure ou égale à 110. Pour quel temps? Eh bien, la fréquence est au-dessus de 110 battements par minute. Donc, je vais écrire un petit peu, je vais essayer d'expliciter cette inéquation. Donc, f de t supérieur ou égal à 110, eh bien, c'est équivalent à dire quoi? Eh bien, f de t, il faudrait que je regarde ce qu'il vaut. Donc, l'énoncé m'avait dit que f de t, ça se calculait en faisant moins 10 t au carré plus 60t plus 60. Bon, bah, je cherche quand est-ce que ce calcul va me donner un résultat supérieur ou égal à 110. Mais maintenant, pardon, vous savez bien que pour résoudre des inéquations comme ça, sinon je vous renvoie à l'exercice 1 de ce contrôle, eh bien, lorsque on n'a pas 0 dans un des deux membres, eh bien, on fait en sorte de l'avoir pour savoir quand est-ce qu'un polynôme du second degré est positif ou quand est-ce qu'il est négatif. Là, pour l'instant, je ne sais pas dire quand est-ce que le polynôme du second degré est supérieur à 110. En revanche, si je transpose 110, je vais obtenir moins 10 t au carré plus 60t plus 60 moins 110 supérieur ou égal à 0. Alors là, je vais essayer de gagner un petit peu de place. Je vais faire le calcul 60 moins 110 directement. Donc 60 moins 110, eh bien, c'est égal à moins 50. Donc ici, directement, plutôt que de perdre une ligne, je vais dire que ça me donne moins 50. Et je cherche quand est-ce que ce polynôme du second degré, eh bien, donne des résultats positifs.
comme dans l'exercice 1, petit b, eh bien, je vais étudier le polynôme du second degré qui est écrit ici. Je vais d'abord chercher quand est-ce qu'il vaut 0 et ça me renseignera après, grâce au coefficient dominant et donc à l'ouverture de la parabole, eh bien, quand est-ce que ce polynôme est positif. On y va. Donc, ce polynôme est un polynôme du second degré avec a qui vaut du coup moins 10, b qui vaut 60 et c qui vaut moins 50. On calcule le discriminant. Delta qui est égal à b carré moins 4ac, ce qui est égal à 60 au carré moins 4 fois moins 10 fois moins 50. Alors on fait attention, il y a beaucoup de signes moins. On a vite fait d'en oublier sur la calculatrice ou quand on calcule. Attention, c'est le genre d'erreur qui peut coûter assez cher. Et ce déterminant, eh bien, il vaut 1600. Donc finalement, ce déterminant, eh bien, il est strictement positif, ce qui veut dire que le polynôme admet exactement 2 racines réelles distinctes. Alors au passage, vous aurez repéré que j'ai fait une erreur. Ici, ce n'est pas plus 60, hein, c'est moins 50. J'imagine que vous avez corrigé tout ça. Alors, aucune influence sur le reste parce que ici, j'avais bien mis moins 50, hein, parce que j'avais regardé ici. Donc ici, attention, c'est moins 50. Voilà. Attention à cette petite erreur. Donc, du coup, ici, c'est le polynôme moins 10t carré plus 60t moins 50 admet exactement 2 racines réelles. Donc, 2 racines réelles distinctes. Je vais les calculer. Donc, pareil, hein, je vais effacer ici et je vais calculer x1, x2. Je vais essayer de garder tout le départ ici pour me souvenir de pourquoi je fais les choses. Donc les formules, x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. On applique tout de suite avec a, b et delta de l'exercice. Donc moins 60 moins racine de 1600 sur 2 fois moins 10, ce qui est égal à 5. Et moins 60 plus racine de 1600 sur 2 fois moins 10, ce qui est égal à 1. Donc voilà, on a les deux racines, 1 et 5. Donc maintenant, je vais faire le tableau de signes pour pouvoir trouver quand est-ce que le polynôme est positif. J'ai préparé mon tableau de signes. Alors déjà, je peux mettre là où le polynôme s'annule, en 1 et en 5. Donc il s'annule, hein, donc ça veut dire qu'il vaut 0 pour ces t-là. Alors j'ai mis x, bien sûr, c'est t. Pareil, ici, c'est peut-être plus malin d'appeler ça t1 et t2. Voilà, c'est à force d'en faire, on finit par appeler tout le monde x alors qu'il ne faudrait pas. Donc t1 et t2, donc 1, 5. Et ensuite, pour savoir comment on complète avec les plus et les moins, eh bien, on va regarder le signe du coefficient dominant. Ici, c'est moins 10, il est négatif. Ça veut dire que la parabole est ouverte vers le bas. Et donc, entre les racines, eh bien, le polynôme est positif. Et qu'à l'extérieur des racines, eh bien, le polynôme est négatif, puisque vous voyez bien que la courbe est sous l'axe des abscisses. Donc nous, on cherchait à résoudre, donc ça n'a pas à figurer hein, sur votre copie. Ça, en revanche, ça doit figurer sur votre copie. Et donc, on va pouvoir répondre aux solutions de cette inéquation. On cherchait quand est-ce que le polynôme était positif. Et bien donc, c'est pour tout t appartenant à l'intervalle 1, 5. Donc, l'ensemble des solutions est l'intervalle 1, 5. Alors, comment on interprète ça dans le cadre de l'exercice? Eh bien, c'est l'intervalle de temps durant lequel le spectateur a été, du coup, en état de panique. Donc, en réalité, donc, la scène a commencé à t égale 0. Ensuite, visiblement, les battements de cœur, donc, ils étaient à 60. Les battements de cœur ont augmenté. À partir d'une minute, eh bien, on passe au-dessus des 110. Ensuite, on a atteint le maximum, je vous rappelle, au bout de 3 minutes, qui était de 150. Et ensuite, les battements de cœur ont redescendu, puisque c'est une parabole. À partir de 5 minutes, eh bien, visiblement, ce qu'on a trouvé là, eh bien, ils sont redevenus inférieurs à 110. Et après, ça descend. Voilà. Alors, vous pourriez vous dire, mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, j'ai prouvé que la parabole, eh bien, elle est au-dessus de l'axe entre 1 et 5. Attention, la parabole que je trace ici, moi, qui décrit les battements de cœur, c'est f de t. Vous, la parabole que vous venez d'étudier, ce n'est pas celle-là, c'est celle-là, avec moins 50
et pas plus 60. Donc ici, si vous étudiez moins 50, en fait, c'est cette parabole-là qui est décalée du coup vers le bas. Voilà. Donc celle-là, c'est celle-ci. Donc on est entre 1 minute et 5 minutes, et bien les battements de cœur sont supérieurs à 110. Donc finalement, on peut dire que l'état de panique est entre 1 minute et 5 minutes. Donc entre la fin de la première minute et la fin de la 5e minute. Voilà pour cette question. Dernière question de cet exercice. Après avoir calculé f de 7, critiquez la modélisation et sa pertinence pour des temps t trop grands avec grand entre guillemets. Donc on nous dit de calculer f de 7, et bien on calcule f de 7. Donc pour calculer f de 7, je remplace t par 7 dans f de t. Ça me donne ce calcul, ce qui me donne moins 10. Alors pourquoi on me dit du coup, est-ce que vous pensez que la modélisation est pertinente pour des t trop grands? Eh bien parce qu'en fait ici, f de 7, je vous rappelle, c'est censé modéliser le nombre de battements par minute du spectateur après 7 minutes, pardon, à 7 minutes du commencement de la scène. Et là, on trouve un nombre de battements de cœur qui serait négatif. Donc, vous comprenez bien que ça n'est pas courant, quelqu'un qui va avoir une fréquence de battement de cœur négative. Donc, eh bien, c'est tout simplement pas possible. Donc, ça veut dire que quand t vaut 7, la modélisation n'a plus de sens. Voilà, donc on met juste une petite phrase du type « Pour t trop grand, la modélisation n'a plus de sens, les résultats sont impossibles, on ne peut pas avoir une fréquence négative. » Voilà, on a fini. Alors bien évidemment, un jour de contrôle, il faut être beaucoup plus rapide que ça. Là, on a pris le temps d'expliquer, de réexpliquer, à chaque fois quand il y avait plusieurs formes disponibles, de rappeler en quoi chaque forme allait servir, même si ça ne nous servait pas au moment directement où on l'a fait. Donc voilà, il faut être plus rapide. Maintenant, j'espère que vous avez tout bien compris. N'hésitez pas à aller voir les autres contrôles qui sont disponibles des années d'avant et à faire plein d'exercices sur le sujet. C'est extrêmement important pour toute l'année et si vous voulez continuer aussi en enseignement de spécialité mathématiques en terminale. À bientôt!